voulais vous remercier d'abord parce que je pense que ce dont on parle est d'abord un sujet politique et je suis frappé de voir qu'en particulier sur la crise en Israël, la plupart des grands partis politiques dont vous faites partie sont d'une espèce de passivité angoissée autour du sujet. Ils ont tellement peur des crispations que ça peut générer, qu'on a l'impression qu'ils préfèrent ne rien dire plutôt que de poser la moindre question, alors qu'à mon avis, c'est vraiment un moment où il faut qu'on en parle, parce que juste, il y a une crise en Israël, mais en fait, ça crée une tension dans notre propre société, puisqu'on a une communauté juive qui est importante, et on a une communauté arabe qui se sent proche, alors je devrais dire musulmane plus que arabe, qui se sent proche des Palestiniens, et donc il y a une tension de fait, avec nous au milieu, qui avons quand même dit pendant 2 ans, c'est totalement anormal en Ukraine qu'un autre pays puisse intervenir de cette manière et essayer de l'envahir et le brutaliser, etc. Et puis maintenant que Israël est confronté à vraiment à une guerre d'une violence inouïe, on ne sait plus sur quel pied danser. Et donc, on a un sujet, enfin, je pense que c'est notre responsabilité d'arriver à en refaire un débat serein, d'abord pour que nos différentes communautés apprennent que, bien sûr qu'il faut qu'on vive ensemble, et c'est ces équilibres qu'il faut qu'on trouve, et que ça ne doit en aucun cas nous rendre ni silencieux, ni comment dire, vengeurs vis-à-vis d'autres qui n'ont évidemment aucune responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Mais je suis frappé, moi j'interviens comme l'a dit William, régulièrement dans les médias. Pendant 3 semaines, j'ai été menacé de mort à peu près tous les 2 jours par tous les gens qui estimaient que, puisque je n'étais pas pour l'intervention du gouvernement Netanyahou, j'étais forcément pro-Hamas, ou puisque j'avais osé dire que l'attaque du Hamas était une attaque bestiale, j'étais forcément pro-Netanyahou. Je ne suis ni l'un ni l'autre, et par conséquent, je trouve ça hallucinant qu'on n'arrive pas dans notre société à avoir tout simplement un débat de fond sensé sur ce qui est en train de se passer. Alors évidemment, on a tous noté qu'il y a un sujet, il y a une dimension émotionnelle qui est extrêmement importante. Moi, j'ai une amie qui ne sait toujours pas si son neveu est encore vivant. Il fait partie des disparus franco-israéliens dont elle espère qu'il est détenu par le Hamas. Mais en fait, à ce stade, il n'y a aucune preuve de vie. Et à mon avis, elle ne saura peut-être jamais enfin, comment il a disparu. Parce que j'ai peur qu'il y ait peu de chances qu'il soit réellement en vie et otage du Hamas, ce qui au moins aurait laissé la possibilité d'une ouverture. Donc là, la situation émotionnelle, pour avoir traversé 3 génocides et participé à 4 ou 5 guerres, je la comprends parfaitement et en même temps, je la rejette quand on parle de guerre. Une guerre ne peut pas se faire sous la colère. Une guerre, ça doit être quelque chose de réfléchi, de borné, d'accepté par la société, mais de strictement limité. Or, ce qui se passe en Israël est exactement le contraire. On a l'impression que c'est le Hamas qui dirige la politique du gouvernement Netanyahou. Et ça, c'est dramatique. Donc, malgré l'émotion que ça peut susciter d'un côté ou de l'autre, je pense qu'il est crucial pour nos sociétés de prendre un peu de recul et d'arriver à débattre de ce qu'on peut faire, en particulier pour l'avenir, et comment on sort de cette impasse, parfois je dis tunnel de la guerre. Peut-être pour commencer sur l'attaque du 7 octobre, l'attaque est bestiale. Je ne me serais jamais permis, au nom de toutes les convictions qu'on a défendues, y compris sur le Rwanda, de qualifier le Hamas de bestial. C'est l'attaque qui était bestiale. Mais il n'y a personne de bestial. Il n'y a pas de bête parmi nous, quoi. Même s'il y a des comportements complètement effarants. J'en ai vu au Rwanda, j'en ai vu au Cambodge, j'en ai vu à Srebrenica, massacre auquel malheureusement j'ai assisté, qui a été ensuite qualifié de génocide. Tout le monde peut être d'une barbarie inouïe. Mais ça, en aucun cas, on a le droit de traiter quelqu'un de bestial, bien entendu. Euh, L'attaque du Hamas était bestiale et elle a surtout signé une faillite sécuritaire d'un gouvernement d'extrême droite en Israël. Le Netanyahou a fait toute sa politique sur une fausse promesse de la brutalité allait amener de la sécurité au peuple israélien. Je ne vais pas vous faire dessin, le peuple israélien a toujours vécu dans la menace, dans une véritable menace existentielle, et par conséquent,
il a pu croire à un moment que c'était une forme de solution d'avoir quelqu'un d'une totale brutalité en échange d'une forme de sécurité. Le 7 octobre, c'est d'abord un, comment dire, un échec, une faillite complète de sa sécurité. Et j'irais quelque part, c'est exactement à l'image de tout ce que promettent les extrémistes dans nos sociétés. Quand ils sont en train d'essayer d'exciter les uns contre les autres, ce vers quoi ils nous emmènent, ce sont les portes de l'enfer. Et je pense qu'il faut utiliser ce sujet-là, au contraire, pour dire, regardez où ça a mené Israël et les Palestiniens d'avoir, pardon, mais un espèce de symétrique, hein, des extrémistes au gouvernement israélien et des extrémistes dans le Hamas. Le 7 octobre est d'une violence inouïe. Moi, je sais de sources militaires israéliennes que les alertes ont été remontées non pas quelques jours avant, non pas quelques semaines avant, mais des mois avant, et que le gouvernement Netanyahou les a écartés en disant mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est de reprendre la colonisation en Cisjordanie. Donc les militaires, vous êtes gentils, vous fermez votre gueule et vous faites ce qu'on vous a demandé, c'est-à-dire vous contrôlez la Cisjordanie pour s'assurer que les colons ne soient pas menacés. Et par contre, vous vous occupez pas de Gaza. Il n'y aura pas de menace à partir de Gaza. On voit bien en plus l'aveuglement des extrémistes qui sont même pas capables de regarder les choses en face parce qu'ils sont complètement pris dans le tunnel de leurs propres convictions. Donc le 7 octobre, c'est un échec total. Alors c'est un échec parce qu'ils n'ont pas vu le coup venir, alors que beaucoup l'avaient vu venir. Parce que si les sources militaires israéliennes l'ont révélé, vous imaginez bien que la CIA, les services secrets égyptiens, etc., l'avaient bien sûr conforté en disant attention, il se passe quelque chose dans la bande de Gaza. Mais un gouvernement qui est resté sourd à ce sujet. Et c'est surtout une faillite sécuritaire parce qu'en fait, le dispositif qui est censé assurer la sécurité du peuple israélien grippe totalement le 7 octobre. Au lieu de mettre moins de 2 heures pour intervenir, ce qui est à peu près la norme pour empêcher des massacres, hein, on l'a bien vu au Bataclan en France, hein, si on n'intervient pas dans les 2 premières heures, ça se termine inexorablement en massacre. En fait, les unités israéliennes ont mis plus de 6 heures avant d'arriver réellement à intervenir parce que leur centre de commandement et leurs moyens de communication avaient été attaqués, piratés par le Hamas, avec des moyens qui, à mon avis, n'étaient pas à la portée du Hamas. Mais ça, c'est un autre sujet de savoir qui les a aidés à monter un coup pareil. Et puis surtout, ce qui a effaré tout le monde, c'est le niveau de violence qu'a conduit le Hamas, qui aurait pu se lancer dans une attaque contre l'armée israélienne, mais pas du tout. Ils sont vraiment, enfin, vous savez tous, ils massacrer des gamins dans une rave party ou des travailleurs agricoles dans des kibboutz. Enfin, je veux dire, c'est pas la guerre, c'est juste un massacre organisé. Et du coup, le gouvernement israélien réagit sans réfléchir, pardon, mais dans une absence totale de stratégie et de réflexion politique, dans une opération massive contre la bande de Gaza, sous couvert de dire on va en finir avec le Hamas, mais ils attaquent 2,5 millions de Palestiniens. Alors, les plus extrémistes me disent oui, mais c'est la même chose. Ben non, on ne peut pas assimiler 2,5 millions de Palestiniens à un mouvement comme le Hamas. Ou alors, on fait le lit du Hamas. On dit c'est le Hamas qui est la représentation du peuple palestinien. Moi, pour connaître pas mal de Palestiniens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout proches du Hamas et qui rêvent d'autre chose que d'avoir une bande de dingues qui vont commettre des massacres dans l'espoir d'alimenter en permanence un cycle de violence et de vengeance avec Israël. Ce qui est clair, c'est que les Israéliens, ou plutôt le gouvernement Netanyahou, se précipite exactement là où l'attend le Hamas, c'est-à-dire se mettre dans un état de guerre avec Israël, installer un état de guerre entre Israël et le Hamas, qui est ainsi ramené à une dimension de légitimité étatique. Le Hamas est un État palestinien qui se bat contre l'État israélien. Il me semble que s'il y avait eu un peu de réflexion et surtout une volonté de préparer une stratégie contre ce que malheureusement ils alimentaient, hein, parce que je rappelle que le gouvernement Netanyahou a tout fait pour que le Hamas prenne le pouvoir, notamment dans la bande de Gaza, euh, ils auraient pu tenter, comme on a essayé de le faire nous avec un succès mitigé, n'empêche, d'ostraciser totalement le Hamas et d'en faire une espèce de Daesh à qui personne ne cause officiellement. Mais pas du tout. Ils sont lancés dans une guerre d'éradication du Hamas. Personne ne sait éradiquer un mouvement politique. Et à l'inverse, aujourd'hui, ce même gouvernement
est obligé de discuter avec le Hamas pour libérer des prisonniers. Ce qui le met dans une situation de contradiction profonde entre je veux vous détruire car vous ne méritez pas d'exister, mais j'aimerais bien vous causer parce qu'il faudrait quand même libérer les otages que vous avez fait chez moi. Et ça, c'est un discours assez étonnant de Netanyahou qui maintenant essaye de nous faire gober que c'est grâce à sa guerre qu'il peut libérer des otages. Alors qu'en fait, c'est pas lui du tout qui en a décidé, ce sont les alliés les plus puissants, notamment les Américains, ainsi que les Égyptiens, qui ont toujours eu une vision très attentive du problème dans la bande de Gaza, tout en refusant absolument de s'occuper, d'accueillir les Palestiniens et en particulier le Hamas, qui ils ont vraiment une relation plus que conflictuelle. Mais en tout cas, ce sont bien ces grands pays qui ont convaincu le gouvernement israélien que de toute façon, il fallait absolument faire quelque chose pour sortir quelques otages, mais surtout trouver une trêve et donc un début de discussion avec le Hamas. Je dirais que si j'avais un seul exemple à donner de l'inanité de la stratégie actuelle du gouvernement Netanyahou, c'est cette volonté affichée de vouloir détruire le Hamas, alors que de toute façon, tous les patrons du Hamas sont au Qatar. Et donc, ce qu'ils font dans la bande de Gaza, c'est de la destruction massive, mais la tête du Hamas, elle n'est pas là, et ils le savent pertinemment. Donc, ça n'a pas de sens, en dehors de conduire, pardon, mais des carnages réguliers, parce que quand on tape, et je suis bien placé pour le savoir, pour l'avoir fait, quand on tape avec des bombes de 250 kilos, dans une zone où il y a une telle densité de réfugiés, eh ben on fait 10 à 25 morts chaque fois qu'on cible, soi-disant, un milicien du Hamas dont on n'a même pas l'assurance qu'il ait été touché. Donc, cette guerre n'a pas de sens, elle ne servira en rien à éradiquer le Hamas, mais plutôt à l'alimenter pour les 15 ans à venir. Et le fait que, grâce à la pression américaine, le gouvernement israélien ait finalement trouvé un accord qui est discuté depuis plus de 5 semaines, hein, pratiquement depuis le début du conflit. En réalité, ils discutent par l'intermédiaire du Qatar. C'est pour moi une lueur d'espoir parce que, d'une part, ça montre que ça n'est pas un État normal ni durable d'être dans une guerre comme ça avec le Hamas. Et puis, surtout, ça fait maintenant depuis hier à peu près qu'il y a un cessez-le-feu relatif, hein. Il y a quand même des bombardements et des échanges de coups de feu, mais ça n'a rien à voir avec les jours précédents. Je pense que pour les Palestiniens, c'est un moment de respiration absolument incroyable et tellement attendu. Et pour les Israéliens, c'est la première fois qu'ils ont une preuve tangible que le gouvernement Netanyahou est capable de faire quelque chose pour eux en leur ramenant quelques otages. Parce que jusqu'ici, c'est pas en affichant qu'ils avaient tué, comme hier, le chef des forces maritimes du Hamas que les Israéliens pouvaient croire aux promesses de Netanyahou, sachant qu'il n'y a pas de marine dans le Hamas. Donc le chef des opérations maritimes, on aimerait bien savoir en quoi ça consistait. Donc il y a vraiment une, comment dire, une incohérence totale dans la stratégie suivie, si ce n'est que ça ressemble étrangement et dangereusement à une guerre de colère qui est menée actuellement par le gouvernement Netanyahou, mais qui en fait n'a pas d'objectif atteignable. Alors que quand ils commencent à discuter, eh bien, on voit bien que, en fait, on est obligé de mettre sur la table le jour d'après. Comment on sort de ce tunnel qu'est la guerre et qu'est-ce qu'on essaye de faire pour que les Palestiniens n'aient pas pour seul horizon de préparer le prochain conflit avec les Israéliens. Et ça va nous emmener, nous, dans une responsabilité très importante. C'est qu'est-ce qu'on va proposer à ce moment-là. On ne peut pas être, je pense à l'Union européenne, qui est la seule qui a des moyens suffisants pour pouvoir intervenir, juste là pour financer la reconstruction d'immeubles qui seront reconstruits pendant la prochaine guerre, qui seront détruits pendant la prochaine guerre. Donc, il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on propose et comment on organise une véritable phase de transition pour que la Palestine existe enfin, qu'il y ait des leaders palestiniens qui émergent et qui ne soient pas immédiatement emprisonnés, qui représentent un avenir pour Israël et dont l'ambition politique soit pas seulement de reprendre une guerre contre Israël, mais qui soit de construire
un peuple palestinien et puis bien sûr une vie de coexistence pacifique. Il paraît que je suis souvent taxé d'inébranlable optimiste quand je dis ça, mais de toute façon, j'ai traversé suffisamment de guerres pour savoir que ce conflit continuel n'a aucun avenir, si ce n'est de sacrifier les générations successives à une vallée de larmes et de sang. Si on veut construire un avenir pour les Palestiniens et les Israéliens, qui ont autant le droit l'un que l'autre à une paix et une sécurité, eh bien, malheureusement, il faut qu'ils s'entendent. Et donc, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils se comprennent. Il y a une génération d'Israéliens qui a essayé de le faire. Ils ont quand même tous été assassinés ou éliminés par des extrémistes de tous les bords. Et on est obligé de reprendre ce travail de fond avec, à mon sens, un rôle, bien sûr, historique des États-Unis, mais c'est sans doute là où l'Union européenne peut jouer un rôle considérable. C'est ni M. Macron, ni Olaf Scholz tout seul qui peut faire quelque chose, mais l'Union européenne en tant que puissance financière et surtout détentrice d'une histoire de comment est-ce qu'on passe de l'état de guerre permanent qu'a connu l'Europe pendant pratiquement 2 siècles à un état de, ben non, on construit une vie ensemble, quels que soient nos héritages, en respectant les cultures et les croyances et la vie en société des uns et des autres, mais en cherchant plutôt à développer la prospérité et un avenir pour nos enfants qu'à en faire une bande de tueurs assoiffés de sang. Voilà ce que j'aurais aimé vous dire en quelques minutes. Et puis maintenant, William, si tu es d'accord, je vais plutôt répondre à vos questions. On va prendre une série peut-être, ça permettra un peu de balayer plusieurs sujets. Nathalie, c'est ton tour. Ah, je vois plus Nathalie. Oui, Ah, bah, quelqu'un a arrêté, je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus allumer ma caméra. Bon, c'est pas bon. grave, c'est Mais en l'animateur tout qui cas, l'a je arrêté, t'entends. mais c'est pas grave. Moi, j'avais une question qui était vraiment sur une question de terminologie. Je suis désolée si je parais un peu idiote, mais c'est sur la question, le terme de guerre. L'attaque du Hamas est une attaque terroriste et la réponse d'Israël est une attaque en réponse. Mais est-ce que c'est une guerre dans la mesure où il y a plus de réponse, enfin, il y a plus de réponse que côté palestinien, à ma connaissance. C'est-à-dire que ils font des opérations, ils jettent des bombes, ils ont je parle d'Israël, hein, ils ont ils font des interventions sur le territoire de Gaza notamment. Euh, Est-ce qu'on peut qualifier ça de guerre? Juste sur ce terme-là, j'achoppe à chaque fois que j'entends à la radio où il y a eu une attaque terroriste, mais du coup, il n'y a plus de réponse, en tout cas à ma connaissance, sur le territoire de Gaza. Donc, c'est le terme de guerre qui m'interpelle. Voilà. Ok. En fait, ta question est assez centrale sur le sujet d'Israël. Moi, je parle de guerre en Israël parce que Israël a sorti des moyens militaires pour se battre. Et à partir du moment où tu engages ton armée, c'est une guerre. Ça n'est plus une attaque terroriste. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est frappant, c'est que, à mon avis, le Hamas n'a pas d'armée. Contrairement à la guerre du Yom Kippour, c'est le 50e anniversaire du Yom Kippour, hein, quand il y a eu les attentats du 7 octobre, la guerre du Yom Kippour, c'est une guerre d'armée contre armée. Donc, en fait, c'est une guerre assez classique, dont on sait dire à quel moment on a perdu ou gagné, même si c'est les politiques, bien sûr, qui en décident. Mais ce sont des armées contre des armées. Là, ce qui est assez terrifiant dans ce cas-là, c'est que Tsahal, qui est une armée qui n'est pas connue pour sa subtilité, à partir du moment où elle reçoit l'ordre d'intervenir massivement dans un camp de réfugiés à ciel ouvert, dans lequel tu as 2,5 millions de Palestiniens qui sont entassés, elle sait qu'elle ne peut commettre qu'une série de carnages. Et pourtant, elle y est autorisée par le gouvernement palestinien. Attends, par le gouvernement israélien. Pardon, j'insiste sur un point, c'est que les armées ne décide jamais de manière autonome. Hein. Tout ce qu'on va mettre après sur le dos ou expliquer que c'est l'armée israélienne, pardon, c'est le gouvernement Netanyahou qui l'a accepté. Hein. C'est pas Tsahal. Même si Tsahal a prôné des solutions, mais c'est le gouvernement qui prend la responsabilité des combats qui sont menés. Et par conséquent, ce que fait actuellement Tsahal, c'est bien une guerre contre le Hamas, mais qui en réalité est devenue une guerre contre le peuple palestinien. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'il y a une confusion totale, à mon avis, dans cette notion de guerre. Au fond, personne conteste réellement à Israël le droit de faire la guerre contre le Hamas, puisque le Hamas l'a attaqué avec des moyens, je vais dire, quasi militaires. Mais en réalité, ce que fait actuellement l'armée israélienne, c'est une guerre
contre un territoire palestinien. Et ça, cette confusion entre Hamas et les Palestiniens, à mon avis, est très grave et très dommageable, parce qu'au fond, elle contribue à légitimer le Hamas comme étant la représentation normale et durable du peuple palestinien, alors qu'on sait très bien qu'ils sont privés d'élections depuis une quinzaine d'années. Donc, il y a une question d'asymétrie, mais surtout de légitimation, si tu veux, du Hamas comme un acteur étatique, et que par ailleurs, tu l'as parfaitement noté, ce qui est très troublant, c'est que dans l'offensive actuelle menée par Tsahal dans le nord de la bande de Gaza, en fait, le Hamas ne cherche pas à s'opposer militairement, parce qu'ils savent très bien que si jamais ils essayaient de faire la guerre à Tsahal. Ils seraient écrasés par Tsahal. Ils n'ont pas les moyens, l'entraînement, la formation, l'équipement de Tsahal. Mais ils harcèlent l'armée israélienne avec soit des actes de sabotage, soit des tirs un peu dans l'eau, puis facile avec le réseau de souterrains dont ils disposent. Et puis ils ont laissé beaucoup de pièges. Beaucoup de pièges qui sont aussi beaucoup d'explosifs qui n'ont pas fonctionné, qui sont issus des bombardements intenses de l'armée israélienne. Hein. Un territoire comme ça, il devient extraordinairement miné et dangereux, mais c'est du fait de la guerre, c'est pas du fait d'une seule partie. Donc, au fond, le Hamas ne fait pas vraiment la guerre aujourd'hui à Tsahal, qui en est désespéré, parce qu'en fait, Tsahal avait bien l'intention de se retrouver face à une armée du Hamas qu'elle aurait essayé de briser et où elle aurait pu dire on a gagné la guerre. Mais actuellement, Tsahal, l'armée israélienne, se bat contre des fantômes. Et quand ils racontent tous les 2 jours, en particulier Netanyahou, qu'il fera la guerre jusqu'à ce qu'il ait atteint tous ses objectifs, mais lesquels? La capacité militaire du Hamas. Mais il n'y a pas de régiment du Hamas, il n'y a pas de base, il n'y a pas de chars, il n'y a pas d'aviation. Moi, pardon, mais je suis horrifié quand je lis on a tué le chef des opérations navales du Hamas. Enfin, c'est une plaisanterie. C'est un type qui a peut-être lancé un jour un Zodiac avec 3 mecs à l'intérieur. C'est pas quand même un amiral qui commande une flotte. Enfin, il faut pas faire de confusion comme ça. Donc, on voit bien que le Hamas est quelque chose de fantomatique, qui est d'abord une organisation très chaotique, mais dans laquelle il y a des miliciens, qui d'ailleurs ne sont pas du tout uniformes. Et donc, les bandes de miliciens, leur caractéristique, c'est que ce ne sont pas vraiment des militaires et ce ne sont plus des civils. Ils sont dans une zone grise où, s'ils prennent une arme, ce sont des combattants, mais s'ils déposent leur arme, ce sont des civils. Et donc, faire la guerre contre des organisations comme ça, on en a tous eu l'expérience dans nos opérations antiterroristes, c'est qu'en fait, on n'y arrive pas. Regardez la France, 15 ans de guerre au Sahel, échec total. AQMI existe toujours et pourtant, tous les mois, on a annoncé qu'on avait tué le chef de AQMI. Mais sauf que le chef du AQMI il est immédiatement remplacé et qu'au fond, il n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le mouvement terroriste qui continue parce que en fait, il est alimenté par la guerre qu'on lui fait. Donc, c'est un phénomène, ce genre de mouvement qui est extraordinairement difficile à contrer. Et pour moi, le seul qui peut stopper le Hamas, ce sont les Palestiniens. Merci. On va prendre les 4 questions suivantes, comme ça on pourra te libérer à l'heure. Mathieu? Alors, moi, c'était une question par rapport au Hamas. J'ai entendu qu'il y avait une branche armée et une branche politique. Je ne sais pas si ça existe vraiment et du coup, quel est le lien véritable entre les deux? Comment ils font? J'ai compris donc que la branche politique, c'est plutôt celle qui s'était réfugiée au Qatar et que la branche armée, je ne sais pas trop. Est-ce que les dirigeants de la branche armée sont également au Qatar ou est-ce qu'ils sont aussi, enfin, est-ce qu'ils sont restés à Gaza? Est-ce qu'ils répondent vraiment à ce que la branche politique décide? Est-ce que ce que fait la branche armée a un impact sur la branche politique? Est-ce qu'il y a vraiment voilà. Merci Mathieu. Anne, puis Victor, puis Hugo. Oui, merci. Je voulais d'abord remarquer, mais je vois que Nathalie l'a fait dans le chat. Effectivement, on a fait une session précédemment sur toute l'histoire et on a bien rappelé la Nakba, y compris la responsabilité d'ailleurs des Occidentaux qui avaient fait des promesses incompatibles aux uns et aux autres. On a bien rappelé donc toute l'histoire et qui a commencé bien avant le
le 7 octobre. Donc, c'était pour rappeler ça. Après, Guillaume, vous avez parlé de mettre sur la table le jour d'après. Donc, effectivement, le Hamas, avec ses actes terroristes, a remis sur la table la question palestinienne que tout le monde avait tendance à mettre sous le tapis et à volontairement oublier. Quand je dis tout le monde, c'est aussi bien l'Occident que certains pays arabes. Donc, le jour d'après, ça peut être quoi? Je sais que nous, au niveau du comité international, à Génération, on avait travaillé aussi bien sur la solution à 2 États que sur une solution d'un État unitaire, laïque, démocratique, etc., qui paraît de moins en moins envisageable. La solution à 2 États nécessiterait aussi d'expulser les colons de Cisjordanie, sachant qu'en 93, il y en avait 30 000 et que maintenant, il y en a 350 000, dont une partie radicaux et armés. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible que l'armée israélienne, alors je sais bien que la décision ne peut être que politique, mais que l'armée israélienne pourrait expulser les colons de Cisjordanie? Merci. Merci Yann. Victor? Oui, bah en fait, moi, ça se rapprochait de la remarque de Anne sur comment le conflit actuel a remis au centre du débat la question palestinienne et avec l'arrêt, ou en tout cas le ralentissement du rapprochement entre Israël et d'autres pays arabes, et justement de savoir aussi pour le futur si la trêve humanitaire de quelques jours, apparemment, ça semble difficile que ça se transforme en un véritable cessez-le-feu dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, est-ce que ce conflit-là, contrairement à ce qu'on a connu avant, peut-il aboutir à une solution politique un peu plus durable dans la région? Et aussi, une autre question sur qui est derrière le Hamas. C'est vrai que vous avez, à 2 reprises, vous avez fait allusion à ça. Est-ce que vous pensez à l'Iran ou à d'autres acteurs de la région? Voilà un peu ma question. Les deux dernières, donc Hugo et puis Michael. Bonjour. Moi, du coup, ma question va aussi se rapprocher un peu des 2 précédentes. Ça concernait du coup quels sont les interlocuteurs en fait possibles dans la région, parce qu'on voit bien que on a le problème d'un côté du Hamas qui veut pas reconnaître Israël et de l'autre le Likoud et l'extrême droite qui prône la colonisation. Donc, c'est totalement incompatible pour des accords de paix. Donc, est-ce qu'on a des interlocuteurs aujourd'hui crédibles qui pourraient avancer dans ce sens-là? Voilà. Question des interlocuteurs, donc. Enfin, Victor. Je sais pas si. Non, pas Victor. Il y avait Michael, non? Ouais, il a disparu. Oui, non, je voulais simplement. J'ai baissé la main parce qu'il me semblait que ce jeu de questions était suffisamment riche. Voilà. Merci, Michael. D'autant qu'il reste plus beaucoup de temps pour notre intervenant. Tu as les thématiques ou tu veux que je te les rappelle? Non, je les ai notées au fur et à mesure parce que chacune devrait faire l'objet d'une conférence. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Le Hamas militaire et politique, pour moi, c'est une fiction qui correspond à notre besoin de tout organiser. J'ai entendu les services de renseignement occidentaux expliquer que le Hamas politique n'était pas au courant de ce qu'avait fait le Hamas militaire. Enfin, c'est une blague, pardon, mais non. D'abord, pour avoir quelques amis palestiniens, le Hamas est chaotique. C'est plutôt une espèce de constellation de mouvements qui se fédèrent plus ou moins à un moment, mais il n'y a pas une organisation stricte et en tout cas, il n'y a aucune possibilité pour une attaque comme celle du 7 octobre, qui a été préparée pendant au moins 1 an, que le mouvement politique n'aurait absolument pas été au courant de ce qu'allait faire un mouvement militaire. D'autant que l'absence de particularité du Hamas est bien que, évidemment, que le mouvement militaire n'est pas indépendant. C'est quand même le politique qui prime. Et donc, si les militaires du Hamas ont fait ça, c'est parce qu'ils avaient bien, en tout cas, un blanc-seing des dirigeants du Hamas. Donc, le côté, il y aurait une espèce d'hydre militaire et puis en fait un Hamas à côté, à mon avis, tu relèves de la fiction. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs courants dans le Hamas et qu'il y a des gens de bonne foi qui étaient persuadés que l'attaque du 7 octobre allait consister à s'attaquer justement à des
comment dire, des structures, des complexes militaires israéliens et pas à faire des massacres dans des colonies ou, enfin, des kibbutz, pardon, ce ne sont pas des colonies, des kibbutz ou justement dans une rêve partie. Donc, est-ce qu'il y a eu des débordements? Moi, je pense personnellement qu'il y a eu une volonté tacite de certains acteurs du Hamas de marquer les esprits du monde entier, et en particulier des Israéliens, en utilisant une violence extrême. Et j'y ai vu la main, parce que je l'ai vu faire, d'un état d'esprit qui est notamment celui des milices Wagner en Afrique, qui jouent beaucoup sur cette espèce d'instiller la terreur pour dire, vous voyez, si jamais on fait quelque chose, ça va être l'horreur. Vous me direz que ce n'est pas les seuls à avoir fait ça, mais c'est assez étrange, surtout quand on se remémore qu'il y a 1 an exactement, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, rencontre les dirigeants du Hamas. Et à l'époque, on s'est tous demandé, mais pourquoi il vient parler au Hamas? Enfin, franchement, ça n'a pas de sens. Il ne va pas aller demander des munitions d'artillerie ou un renfort militaire au Hamas. Et voilà, moi j'ai un doute sérieux sur le rôle qu'ont joué et que jouent encore les Russes sur ce truc, où ils ont absolument besoin, ou plutôt ils se réjouissent du chaos qu'on puisse instiller dans n'importe quelle région. Pour eux, c'est formidable, sachant que ce qu'ils aimeraient, c'est conserver un état de guerre permanent avec l'Ukraine et une forme de levier de négociation et de menace contre toutes les autres puissances. Donc cette violence dans l'attaque du 7 octobre a surpris jusque dans les rangs du Hamas. Et moi, personnellement, je pense que si le Hamas avait conduit une véritable opération militaire contre l'armée israélienne le 7 octobre, on serait juste en train de parler tout à l'heure, on répondait à la question, est-ce que c'est vraiment une guerre? On dirait que c'est une guerre. Mais là, le drame, c'est que ça n'a pas été une opération militaire. Il y a eu une partie d'opération militaire. Ça a été un massacre. Et un massacre revendiqué, filmé, quelque part publié, quoi. Et donc, je suis désolé, il y a quelque chose d'épouvantable et dans la scénarisation de cette. On sait bien que la guerre est aussi une guerre de communication. Il y a quelque chose de très troublant dans le fait d'avoir voulu aller dans les extrêmes. Ce n'est pas seulement remettre le sujet palestinien sur la table, ça c'était compréhensible. Il y a vraiment une volonté jusqu'au boutiste qui est quand même assez, comment dire, partagée entre tous les milieux extrémistes. Vous savez, moi je vais dire quelque chose de terrible, mais j'ai souvent le sentiment que ce Hamas le plus violent, c'est le miroir des partis les plus extrémistes en Israël. Et que les deux se nourrissent de la violence de l'autre. Et qu'ils en ont besoin pour pouvoir justifier, pour rendre légitime leur propre haine et leur propre recours à la violence. La seule chose, c'est qu'en général, ils évitent d'aller se battre eux-mêmes. Hein. Ils envoient toujours la jeunesse le faire à leur place. Je pense au Hamas, mais je pense aussi à Netanyahou, qui n'ira pas se battre. Alors, on dirait que ce n'est pas son rôle, mais n'empêche que voilà, c'est quand même des dirigeants qui expliquent en permanence que les autres devraient aller se battre au nom d'eux quelque chose. La question palestinienne, le jour d'après, c'est une question qui est terrible parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a un sujet aujourd'hui, bien sûr, avec la colonisation très avancée en Cisjordanie, mais de toute façon, il n'y aura pas de solution durable si les Palestiniens n'ont pas un État. Je ne crois plus du tout à la solution d'un État mixte dans lequel il y aurait un côté israélien et puis un côté palestinien qui cohabiterait pacifiquement. Pour autant, est-ce qu'on serait obligé de reconduire, comme on l'a fait dans les Balkans, le fait d'épurer pratiquement ethniquement telle partie du territoire et puis telle autre? Waouh, moi j'ai assisté au massacre de Srebrenica, je le souhaite à personne. Ça a été qualifié de génocide par le TPI. On a utilisé mes avions pour photographier les trucs parce que à l'époque, on a décidé de ne pas intervenir contre les Serbes pour des raisons qui restent encore à élucider. Ça peut être terrible dans les conséquences, mais oui, c'est la solution, à mon avis, à 2 États qui priment, avec peut-être une autorité provisoire, notamment pour la bande de Gaza, qui soit assumée. Alors, je veux dire, on ne va pas reconstituer le sketch de la finule, hein, la force des Nations Unies qui ne sert à rien. Mes camarades disent la finule, c'est nul. Donc, ils ont bien compris qu'une fois qu'on avait observé que personne ne respectait les accords établis, si c'est pour faire ça, on n'en a pas besoin, quoi. Là, il faut que ce soit une vraie autorité provisoire qui assure une transition de la bande de Gaza, qui empêche une remilitarisation, bien sûr, de la bande de Gaza et qui permette l'émergence d'une autorité
d'une véritable autorité palestinienne, pas celle de Mahmoud Abbas, qui est profondément décrédibilisée. Ça demande du temps, ça demande des moyens, et ça demande d'avoir des pays qui prennent le lead. À mon avis, il y en a un qui est prêt à le faire, pour des raisons plus ou moins recommandables, mais qui en tout cas est prêt à s'impliquer, c'est l'Égypte. L'Égypte qui est extrêmement attentive au sort du peuple palestinien et de la bande de Gaza, pour des raisons que j'ai un peu évoquées tout à l'heure. C'est que d'une part, l'Égypte ne veut absolument pas avoir à accueillir les Palestiniens, mais qu'il aurait tout intérêt à ce que de la Palestine n'émerge pas, comment dire, une émanation des frères musulmans. Voilà. Et donc, le fait que l'Égypte prenne la tête d'une coalition internationale qui va garantir, pardon, que, je vous demande une seconde parce que j'ai un problème, voilà, qui va garantir qu'il y ait un avenir dans cette transition démocratique et qu'on puisse reconstruire intelligemment la bande de Gaza et que le peuple palestinien puisse enfin avoir autre chose comme avenir que d'être dans un camp de prisonniers à ciel ouvert, c'est absolument indispensable. J'ai parlé rapidement des interlocuteurs possibles. Je pense que l'Égypte peut jouer un rôle. Il n'y a que les États-Unis qui puissent imposer une solution à Israël, mais il faut aussi qu'Israël se débarrasse d'un gouvernement d'extrémistes. Enfin, j'espère que Netanyahou ne va pas profiter de cette crise pour perdurer au pouvoir. C'est son échec, cette crise. Et donc, j'espère que les Israéliens seront s'en rappeler. Peut-être un mot pour terminer sur le rôle de la trêve humanitaire temporaire. Je viens de publier un article sur mon blog que je vous recommande, qui s'appelle Ne pas subir, et qui s'appelle Une lueur dans la nuit. Parce que cette trêve, elle est rejetée des deux côtés comme étant la fin du conflit. Hein, on est bien d'accord qu'il faut absolument continuer à se battre. Le problème, c'est qu'à un moment, on arrête de se battre. Si on avait dit il y a 10 jours qu'il y aurait une trêve, le gouvernement Netanyahou aurait hurlé à la mort et le Hamas aurait dit ah mais non, attendez, c'est pas possible, il faut continuer à se battre absolument. Le fait qu'aujourd'hui il y ait une trêve respectée depuis pratiquement 48 heures, pour moi c'est la démonstration, en particulier pour les deux côtés, que de toute façon la guerre est une voie sans issue, que c'est non seulement une impasse, mais pour reprendre l'image du réseau souterrain qui court sous Gaza, c'est un tunnel dont il faut sortir à tout prix. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour tes réponses, tes analyses, ton intervention et l'heure que tu nous as dédiée. Je sais que tu es très pris en ce moment. Et écoute, reste en contact. Et puis, j'espère que nous te reverrons à Génération, en dehors de Génération. En tout cas, on est appelé à se revoir. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. à tous et à toutes. Merci pour votre capacité à débattre plutôt que de s'envoyer la vaisselle sur la tête. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors, comment procède-t-on finalement, Anne? Alors, initialement, cette formation devait porter sur la partie prospective. On a en partie traité, mais seulement vraiment en partie. Je pense qu'on va peut-être continuer sur ce sillage et on va laisser Anne, qui a quelques éléments à nous communiquer dessus. Non, mais je ne sais pas, tu veux pas d'abord parler de la France maintenant, parce diplomatie. qu'on est un peu dans. Il a commencé à aborder justement tous les éléments régionaux et je trouve que ce n'est pas totalement inintéressant. D'ailleurs, il aurait pu évoquer peut-être l'Arabie Saoudite, ça permet un peu de faire une discussion entre lui et nous, un peu fluide. Après, je dirais quelques mots sur la France et la position française sur le dossier israélo-palestinien. Ça prendra 5-10 minutes, pas plus. Bon, on peut une série de questions ensuite. Oui, ce sera surtout des questions. Moi, je veux bien faire donner quelques éléments. Donc moi, d'une part, bon, effectivement, mais vous avez tous suivi. Bon, on a beaucoup craint, surtout au début, une expansion régionale du conflit. Et là, c'est là qu'on peut se poser des questions sur le rôle de l'Iran, qui en même temps n'a pas intérêt à intervenir directement, mais plutôt à manipuler d'une part le Hezbollah au Liban et d'autre part les Houthis du Yémen. On voit d'ailleurs qu'apparemment l'attaque aujourd'hui même d'un avion dont un Israélien est propriétaire viendrait des Houthis.
Donc, une fois de plus, donc c'est vraiment, on sent les Houthis très, très, bon, très actifs, alors qu'en même temps, ils sont relativement loin et qui sont pas, voilà. Donc, une manipulation de certains, mais sans en même temps être directement sans vouloir s'engager, en tout cas, c'est clair pour un certain nombre de raisons, y compris aussi de la fragilité intérieure de l'Iran actuellement. Après, effectivement, il y a aussi une conséquence de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est que les accords, notamment les accords d'Abraham, qui avaient été passés par un certain nombre de pays arabes, les Émirats, Bahreïn, le Maroc, etc., de reconnaissance d'Israël. Ces pays-là se retrouvent évidemment sur une ligne de crête et c'est très, très compliqué pour eux. Je peux donner par exemple l'exemple du Maroc où effectivement la rue, comme dans l'ensemble des pays du Maghreb, est effectivement en soutien total des Palestiniens et voire même y compris pour beaucoup d'entre eux du Hamas. Et alors qu'il y a cette reconnaissance et on demande, la rue au Maroc demande de stopper tous les contacts entre Israël et le Maroc et que les renvois des ambassadeurs ou les non-retours des ambassadeurs ne sont pas suffisants pour la population marocaine. Donc ça, c'est des éléments importants. Et comme tout le monde le sait, les Américains étaient très impliqués dans le fait qu'après les pays précédents dans ces accords, l'Arabie saoudite était en relation pour éventuellement une reconnaissance par l'Arabie saoudite de l'État d'Israël. Et effectivement, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour, ça c'est clair. Et ça, c'est aussi peut-être une des réussites du Hamas, c'est d'avoir stoppé en tout cas, pour le moment, ces relations avec un certain nombre de pays arabes importants, ce qui nous prouve bien d'ailleurs à nous que ce n'est pas les raisons économiques c'est pas sur l'économie qu'on peut arrêter les problèmes. Le problème des Palestiniens, les Palestiniens ont besoin de la dignité, ont besoin d'un État, ont besoin d'une reconnaissance. Et c'est pas en les achetant, entre guillemets, par un certain nombre de ressources économiques ou de facilités économiques que ça devait suffire. Et là-dessus, les Américains et les pays arabes concernés qui étaient dans ces accords se sont certainement trompés. C'est pas les milliards des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite qui pouvaient changer quelque chose. Moi, juste aussi, j'attire l'attention sur le fait, donc on l'a dit, bon, pour le Maghreb, mais ce n'est pas seulement le cas du Maghreb, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle le Sud global. À nouveau, on se trouve à nouveau dans une franche opposition à l'Occident. Ça en rajoute sur la désoccidentalisation du monde et les accusations sont très claires vis-à-vis de l'Occident, où on a défendu l'Ukraine en disant que le droit international empêchait la Russie de bombarder les Ukrainiens, etc. On a mis des sanctions, on a livré des armes, on a fait des tas de choses pour défendre l'Ukraine, et que ce sentiment de deux poids, deux mesures où on laisse Israël bombarder les populations de Gaza, ça c'est extrêmement, extrêmement important. Et évidemment, et on va en revenir à la Russie, alors, je ne sais pas quel est son rôle dans le déclenchement, je n'en sais rien, j'ai beaucoup moins de connaissances et de compétences que Guillaume Ancel à ce sujet, notamment au niveau militaire. Mais en tout cas, c'est vraiment le grand vainqueur actuellement pour la Russie. Parce que tout son discours sur cette opposition à l'Occident et la Russie maintenant se fait de plus en plus, et la Chine aussi d'ailleurs, le porte-parole, se font toutes les deux le porte-parole de ce Sud global contre l'Occident, les États-Unis et l'Union européenne, très clairement auprès des populations, et où qu'elles soient, et ça c'est vraiment très très important. Et d'ailleurs, on peut aussi se dire que la libération des Thaïlandais et du Philippin hier, bon certes, malheureusement, les vies des otages n'ont pas tous le même prix
si je peux dire, en termes géopolitiques et en termes stratégiques, très malheureusement, alors qu'évidemment, une vie vaut une vie. Mais c'est aussi montrer que ces pays sont ressortissants du Sud global. Donc, on les libère parce que dès que ça avait été négocié à part, parce qu'ils ne sont pas concernés par cette grande bataille où Israël est complètement, évidemment, dans le camp occidental. Et ces deux camps, et là, c'est très, très, très inquiétant parce que on perd de la crédibilité, y compris auprès d'intellectuels au Maghreb, qui avaient été très actifs dans les printemps arabes, qui attendaient de l'Occident sur le soutien, sur le respect des droits de l'homme, le droit humanitaire, l'humanisme, enfin toutes ces valeurs que l'Occident est censé porter et rappelle. Là, ils perdent complètement, on perd complètement notre crédibilité par rapport à ces positions qui ont été, à force de répéter, notamment au début, même si après ça a un petit peu évolué, mais demander au début soutien conditionnel à Israël, nous a énormément décrédibilisé, et la France notamment, au Maghreb et dans un certain nombre de pays d'Afrique. On entend dans les rues de Tunis, en concernant la France, un colon restera toujours un colon. On nous renvoie aussi à la colonisation, puisque Israël est aussi un pays qui colonise des territoires, notamment en Cisjordanie, avec des colons. Donc, voilà. Donc, mais sinon, William et moi, on peut répondre à des questions si vous avez des questions. Merci Yann. Peut-être quelques éléments sur la position de la France s'agissant du dossier israélo-palestinien, pardon, parce qu'en fait, tout part de la création d'Israël et la position de la France depuis le 7 octobre a varié. Elle est teintée d'ambiguïté et beaucoup attribuent à Emmanuel Macron et à sa façon d'envisager les choses ces ambiguïtés. Or, il se trouve que depuis une dizaine d'années, il y a des bougées. Tout d'abord, quelques minutes pour rappeler quelle a été l'évolution de cette position à travers l'histoire. Rappeler que la 4e République avait soutenu, tout parti confondu, la création de l'État d'Israël. On était sur sillage de la Seconde Guerre mondiale, donc du trauma de la Shoah, mais il y avait aussi une solidarité très forte entre une gauche française à travers la SFIO et le Parti travailliste israélien qui était assez hégémonique dans le paysage politique israélien. Et donc, de fait, déjà, on est là sur un partenariat qui s'était structuré avec des coopérations scientifiques, économiques, etc., etc., y compris sur le nucléaire. Il y a eu une coopération entre les deux pays, puisque l'État d'Israël, on ne le rappelle pas assez souvent parce qu'ils ne sont pas signataires du TNP, mais détient la bombe nucléaire. Et il va y avoir une bascule qui va s'opérer très rapidement avec l'avènement du général de Gaulle à l'Élysée, après 1958. Et le premier bouger de la France sur ce dossier date de 1962, dès après les accords d'Évian, considérant que le partenariat était beaucoup trop dense et que pour la France, il fallait plutôt jouer sur une politique arabe et méditerranéenne. Et le général de Gaulle va, en 1967, opérer une rupture et condamner, puisque Israël attaque préventivement les États arabes qui l'entourent et qui s'apprêtaient à engager des offensives. Et il va être assez clair. Et il avait prévenu d'ailleurs l'État d'Israël que, évidemment, la France s'opposerait à toute attaque à l'égard d'Israël, mais condamnerait l'État d'Israël si d'aventure il s'engageait à attaquer les pays arabes. Et tous les partenariats et tous les liens économiques qui ont lié les deux pays sont rompus, puisque la France va engager un blocus. Et c'est important parce qu'à l'époque, l'armée israélienne était dotée d'armes françaises. Et ce sont les États-Unis qui vont prendre la place de la France comme un soutien quasi inconditionnel de l'État d'Israël à partir de 1967. Et ça, c'était véritablement une rupture et qui va aller de pair progressivement avec une reconnaissance des acteurs clandestins à l'époque, avec l'OLP et d'autres organisations israéliennes, comme des interlocuteurs politiques
par Paris. Ça va se faire dans les années 70, essentiellement. On l'a fait assez rapidement, hein, avec notamment des rencontres entre des politiques français, notamment François Mitterrand, hein, qui rencontre Yasser Arafat. Il va à Gaza en 1974 et il rencontre Yasser Arafat, me semble-t-il, en Tunisie, mais je ne suis plus sûr. Et dans la foulée aussi de la reconnaissance de l'ONU, de l'OLP, comme étant un interlocuteur crédible. Et ce process de légitimation de l'OLP, la France va être en pointe, véritablement. À telle enseigne que même Valéry Giscard d'Estaing, qui était taxé d'être pro-israélien, va faire en sorte que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien soit reconnu par donc la communauté économique européenne, la CE à l'époque, hein, qui était composée de 9 États à travers la déclaration de Venise en 1980, et qui est le point de départ d'ailleurs de la position actuelle de la France. C'est-à-dire que dans cette déclaration, il est reconnu à l'État d'Israël de pouvoir vivre en paix et en sécurité et aux côtés d'un État palestinien dûment reconnu par la communauté internationale, dans le respect des frontières de 67, des résolutions de l'ONU, dont je ne vous rappelle pas vous énumérer les références, hein, David l'avait fait la fois précédente, et ça va être vraiment les éléments constitutifs de la position française que François Mitterrand, qui lui aussi était réputé être très proche de l'État israélien, hein, il était philosémite, il possédait une culture, des liens très forts avec les élites israéliennes, et néanmoins, en 1982, à la Knesset, il va prononcer un discours où il va réaffirmer, pour la première fois, d'ailleurs, c'est un chef d'État occidental, va affirmer le droit des Palestiniens à avoir leur État. Et c'est un peu la marque, finalement, de fabrique de la France. Et à partir de là, on va considérer que la France avait un rôle à jouer. Et ça a été le cas jusqu'en 93 à peu près, où là, pour le coup, on était un peu à la fin de deuxième septennat de François Mitterrand, qui a eu une politique au Moyen-Orient et au Proche-Orient extrêmement active. La France va connaître vraiment un déclin de son influence et ça va se ressentir dans le processus de paix. Dans le processus de paix dans lequel elle a joué un rôle, certes, mais assez mineur, tout comme les États-Unis d'ailleurs, qui vont, eux, récupérer un rôle important au sein de ce processus de paix. Vous le savez bien, à partir de 2000, hein, puisque la partie israélienne ne va pas jouer le jeu. La colonisation va se poursuivre et au final, les Palestiniens vont hériter d'éléments constitutifs d'État, mais ne vont pas pouvoir acquérir cet objectif, ne vont pas atteindre cet objectif de fonder un État au même titre que l'État d'Israël. Alors, la position de la France, elle va rester peu ou prou la même. Néanmoins, il va commencer à y avoir des bougées avec Nicolas Sarkozy. Bon, alors, évidemment, il y a eu l'épisode de Jacques Chirac et de sa visite, notamment en Cisjordanie, et son coup de gueule quand les services de sécurité israéliens ont voulu l'empêcher d'échanger avec des Palestiniens, et une sorte de résurgence du gaullisme, finalement, hein, et de panache qui était un peu la marque de fabrique de la diplomatie française à l'époque. Et néanmoins, il masque mal le déclin de l'influence française au Proche-Orient, hein, et ça marque un peu le pas. Et en 2007, Sarkozy, qui a toujours mis en avant sa proximité avec les politiques israéliens, va effectuer une visite d'État. Ça va être le deuxième chef d'État français, d'ailleurs, à s'exprimer à la Knesset, me semble-t-il. Et on sent qu'il va commencer à y avoir des bougées. Une évolution de la position française qui est beaucoup plus ambiguë, notamment dans les discours. François Hollande, par exemple, va parler de droit, d'autodétermination du peuple palestinien, mais sans évoquer la question de l'État. Et là, c'est comme une régression, où dans certains discours, on va omettre de citer les résolutions de l'ONU, ce qui est quand même un élément tangible quand vous voulez argumenter politiquement de mettre des résolutions et du droit international, surtout quand on prétend défendre l'état de droit international, l'état de droit international de façon diplomatique. Et ces bougées vont aujourd'hui, enfin, non pas que la France ait changé de position, mais
d'un point de vue de sa mise en application, de sa mise en œuvre, il y aura absolument aucune effectivité. À chaque fois qu'il y a eu, que ce soit en 2008, que ce soit en 2014 ou en 2012, des interventions de Tsahal sur la bande de Gaza, évidemment, la France condamne. Mais derrière, il n'y a pas d'action diplomatique. La dernière tentative d'action diplomatique de la France en la matière, ça a été une conférence de paix avortée qui avait été initiée par Laurent Fabius et qui n'a débouché sur pratiquement rien, alors que le processus de paix est mort. Donc le rôle des communautés, enfin, on est en train de subir à plein régime la logique d'importation du conflit. Et j'ai envie de dire, symboliquement, de façon extrême, assez extrême, la France est multiculturelle, c'est un fait, c'est pas une opinion. Et moi, en tout cas, en tant qu'enseignant en relations internationales, j'ai le sentiment qu'on a un outil diplomatique qui est complètement dépassé par le fait multiculturel de la société. Quand vous avez une majorité, pas une majorité, mais enfin une grande partie de nos concitoyens qui ont soit des racines, soit de la famille, soit un pied ici et ailleurs, il y a forcément des interférences entre les crises politiques que peuvent traverser ces pays et la politique extérieure que nous y entretenons. Évidemment, l'État d'Israël n'échappe pas à ça, puisque nous avons une bonne partie de nos concitoyens de confession juive qui ont de la famille là-bas et qui, évidemment, sont inquiets de la situation ici, notamment au vu de l'augmentation des actes antisémites sur lesquels il faut évidemment ne pas passer à côté, et ils sont inquiets pour les leurs là-bas. Et de fait, ça a une influence sur l'outil diplomatique. Or, aujourd'hui, l'outil diplomatique, il reste dans un fonctionnement extrêmement classique. Il est très, alors que l'on devrait effectivement peut-être jouer sur d'autres leviers, les sociétés civiles, qui sont un des angles morts dans la construction de la politique étrangère française. Ça ne l'est pas le cas aux États-Unis, par exemple. Et c'est le cas ici en France. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, pour prendre un autre exemple qui sera un peu moins polémique, quand il y a eu la révolution tunisienne, on a pris conscience qu'il y avait à peu près 10% du corps électoral tunisien qui était sur le sol national français. Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a eu tout un débat en Tunisie pour savoir si les binationaux pouvaient voter. C'est pas neutre. D'autant que le positionnement de la France vis-à-vis de la crise tunisienne était catastrophique, puisqu'au début, il s'agissait de soutenir Ben Ali. Moi, j'ai encore le souvenir de Michel Yomari, ministre de l'Intérieur, au Parlement, qui disait « Mais nous allons donner des conseils et envoyer du matériel à Ben Ali pour canaliser les tensions, puisque nous sommes experts en maintien de l'ordre. On voit ça dans les manifestations. Et donc, vous voyez bien qu'on était complètement à contre-temps. Alors que les États-Unis, eux, avaient anticipé la chute de Ben Ali, ils ne savaient pas qu'on allait intervenir. Et que nous avions des enseignants, je pense à Vincent Gesser, par exemple, ou des chercheurs, qui savaient que le régime était fragile. Néanmoins, ce sont des données qui existent dans le monde universitaire, dans la recherche, dans des articles, etc., mais qui ne sont pas intégrés ou mal intégrés dans la politique extérieure vis-à-vis de la Tunisie. Mais il y a plein d'autres exemples. Je pourrais citer d'autres exemples sur les pays africains. Et c'est la même chose me semble-t-il, pour notre rapport avec l'État d'Israël. Peut-être qu'effectivement, il y a des leviers de soft power, des leviers indirects. Il y a peut-être aussi une façon d'interagir avec les sociétés civiles qui nous permettrait d'être peut-être plus influents, d'être plus pertinents dans nos positionnements sur un certain nombre de crises. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment la France peut se positionner. Je n'ai pas la réponse. L'un des éléments de réponse qui m'a semblé très pertinent de la part de Guillaume, c'est peut-être qu'effectivement, il faut passer par l'Union européenne. Mais l'Union européenne, nous sommes très divisés sur cette question-là. On n'est plus à la CE des 9 puis des 12, sur lesquels on était à peu près convergents. Enfin, là, on a de nombreux pays qui soutiennent l'État d'Israël de façon inconditionnelle, dans son droit de réponse et sans référence au droit international. D'ailleurs, je voulais dire deux mots. Tout à l'heure, j'ai oublié, et c'est important. Les premières expressions, les premières déclarations publiques de l'Élysée sur le conflit, pour illustrer les bougées
essayé d'expliquer tout à l'heure, c'était l'absence d'un certain nombre de mots importants. On ne parlait pas de cessez-le-feu, par exemple. C'était des éléments qu'on a vu ensuite apparaître. Mais ça dit beaucoup, voilà, sur notre incapacité à nous positionner de façon pertinente et solide sur ce type de dossier. Là, c'est une catastrophe, l'Union européenne vis-à-vis de cette guerre entre le Hamas et Israël. Autant sur l'Ukraine, effectivement, il y a pu avoir une unité, etc. Peut-être aussi parce que c'était plus simple pour reprendre le langage des enfants, savoir qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Il y avait clairement un pays agresseur et un pays agressé. C'était peut-être plus évident. C'était, bon, voilà, il y a moins d'interactions, c'est peut-être moins complexe que ce Proche-Orient, ce Moyen-Orient tellement complexe, comme on disait. Mais effectivement, il y a eu des initiatives qui sont parties dans tous les sens, y compris l'initiative de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, alors que c'était même pas son rôle, qui est allée se faire ses commentaires, se déplacer, etc., son soutien inconditionnel à Israël, alors que c'était même pas son rôle. On a vu aussi les votes divergents à l'Assemblée générale de l'ONU des différents pays européens. Enfin, ça donne une image catastrophique. Alors que, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est clair que l'Union européenne est certainement le seul groupe d'États, enfin la seule entité internationale qui pourrait jouer un rôle de médiateur fort dans la région. C'est évident, Guillaume l'a rappelé de par l'histoire, où on porte ce projet historique d'avoir mis fin au conflit en Europe et d'avoir créé cette entente, vraiment et la paix sur le projet fondateur de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est évident, on défend aussi, et malheureusement on s'abîme avec des déclarations intempestives, avec un manque total de vision et de stratégie. On s'abîme par rapport à ce qui sont nos valeurs sur les droits de l'homme, nos valeurs de respect du droit international, nos valeurs, toutes les valeurs qu'on est censé porter. On s'abîme vis-à-vis des yeux de tout le monde, du monde entier, malheureusement. Alors après, ça fait partie des objectifs qu'on doit les partis de gauche écologistes européens, nous, avec les autres partis de gauche, en France et dans les autres pays, on doit reporter ce rôle de l'Union européenne, parce que effectivement, la commission censée être géopolitique, pour le moment, on ne la voit pas beaucoup dans le conflit, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, on doit vraiment porter ça. Enfin, nous, ça fait partie de ce qu'on porte, la génération, très clairement. Et d'ailleurs, c'est aussi dans le travail qu'on a fait sur la note pour l'Europe. Mais il faut absolument qu'on porte ça, parce que il faut retrouver de la crédibilité, de la visibilité sur ces sujets. C'est évident. C'est pas la France toute seule, c'est pas bon, voilà. Mais je pense pas que ça. Bon, certes, l'Allemagne, a son histoire. C'est compliqué vis-à-vis d'Israël, peut-être plus que d'autres, mais William nous l'a expliqué tout à l'heure, la position de la France était très différente il y a quelques décennies. Et on portait un équilibre et on était crédible, aussi bien vis-à-vis dans les pays arabes que ce qu'on était crédible en Israël. On avait ce rôle d'équilibre. Il faut absolument qu'on le retrouve, c'est évident. Après, juste aussi pour compléter ce que William a dit tout à l'heure sur le rôle des sociétés civiles en France et tout, moi, je suis complètement sidérée sur la façon dont certains partis politiques, et pas que les partis politiques, le gouvernement actuel, au lieu justement de s'appuyer sur la société civile et de construire des échanges et d'essayer de construire, de permettre aux sociétés civiles, aussi bien les Juifs en France que les populations musulmanes ou d'origine maghrébine, etc., au lieu de construire ça, ils participent à la division. Ils participent.
Donc, c'est complètement aberrant, quoi. C'est complètement aberrant, y compris même sur la politique qui est pratiquée par le gouvernement actuel en France vis-à-vis de ces sujets. Juste un élément historique pour aller dans le sens d'Anne. Il y a un terme qui est très important que vous avez employé, je crois que c'était toi Hugo, ou Anne l'a repris, c'est le terme de crédibilité. Or, les Occidentaux, enfin pas les Occidentaux, les Européens ont perdu leur crédibilité au moment du processus d'Oslo. Parce que nous devions être les soutiens, mais véritablement les soutiens politiques, hein, pas matériels, parce que l'Union européenne, Anne, tu me corriges si je me trompe, mais l'Union européenne est le premier bailleur de l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, si l'autorité palestinienne existe encore, c'est parce qu'il y a encore l'Union européenne, l'Arabie saoudite et d'autres pays qui sont là pour les financer. De fait, la crédibilité, ça passe aussi par du soutien politique. Or, pendant le processus d'Oslo, là où on attendait l'Union européenne, en tout cas les Européens, c'était dans le soutien de Yasser Arafat, quand il demandait, mais regardez, le découpage en zones a baissé, ça ne va pas du tout, il y a encore des colons, etc. Or, il y a une espèce de partage des rôles assez insidieux, où les États-Unis disaient aux Israéliens, pas de concession, vous tenez, vous tenez, vous tenez, et de l'autre côté, les Européens qui essayaient de convaincre les Palestiniens, non, mais acceptez, vous aurez des contreparties, matérielles ou financières ou économiques. Évidemment, ça ne marche pas pour refonder un État viable, c'est-à-dire un État qui puisse contrôler ses frontières, son territoire, lever l'impôt, faire justice, etc., avec des administrations. C'est ça un État, et qui soit souverain sur un territoire. Si vous concédez tel ou tel élément, évidemment, ça a déçu la jeunesse palestinienne et ça a donné la victoire du Hamas en 2006. Et moi, je suis à peu près convaincu que si demain il y avait des élections, je pense peu ou prou que ça serait le Hamas qui les emporterait à nouveau. Parce qu'aux yeux de cette jeunesse israélienne, palestinienne, je vais y arriver, ça reste le seul interlocuteur crédible à leurs yeux, en tout cas leur seul débouché, entre guillemets, politique, voilà, parce qu'ils incarnent, on va dire, la seule opposition, au moins par la force, et de mauvaise manière, il faut bien le dire, et le seul débouché. Voilà. En tout cas, en Cisjordanie, s'il y avait des élections, c'est sûr que Hamas, c'est moins évident à Gaza parce qu'ils n'apprécient pas tous. Bon, il faut qu'on libère Marwan Barghouti, mais bon, les prisons israéliennes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce on vous a tous épuisés? Il y en a déjà pas mal qui sont partis d'ailleurs. Vas-y, Victor. On ne t'entend pas. Oui, c'est mieux si j'appuie sur le bouton. Alors moi, c'était du coup sur les perspectives du conflit actuellement. Hier, c'est vrai que je m'interrogeais sur le calendrier et voilà, je discutais avec un ami le fait de savoir que dans un peu moins d'un an, une nouvelle élection américaine allait arriver. Et donc, probablement, enfin en tout cas actuellement, selon les sondages, Donald Trump qui est donné vainqueur. Donc cette possibilité voilà, est à prendre en compte. Donc comment, enfin, si vous avez des éléments de réponse un peu sur ça, même si là on parle un peu au conditionnel, comment cette réélection, enfin l'arrivée à la catastrophe, tu veux dire? Voilà, c'est ça exactement, parce que on peut l'envisager pour la guerre en Russie, en Ukraine, pardon. Ouais, catastrophe mais aussi partout. pour le conflit israélo-palestinien. Voilà. Bah, ouais. Catastrophe partout. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que les Européens réagiront? Alors, pour le moment, dans les discours, en ce qui concerne l'Ukraine, en tout cas, ils disent qu'ils continueront à soutenir l'Ukraine. Après, bon, les moyens de soutien, vu la situation difficile dans laquelle l'Ukraine est actuellement, les moyens de l'Union européenne ne sont pas aussi importants qu'en tout cas au niveau militaire. De soutien militaire sont pas aussi importants. Mais alors, effectivement, avec Trump, je crains aussi le pire pour le Moyen-Orient. Hein. Je crains aussi le pire. Je vous rappelle qu'il a soutenu le transfert de la capitale. Exactement. Tout à fait.
Et puis les relations avec l'Iran, etc. Je veux dire, les provocations vis-à-vis de l'Iran, enfin enfin je crains, tout peut déraper, hein. Voilà, sur ces notes positives, nous clôturons ces 2 sessions de formation, mais peut-être qu'on en refera peut-être une d'ici un mois ou 2 en mode point d'actualité ou je sais pas. On va vous souhaiter une bonne soirée. Et merci en tout cas de votre participation et Voilà. je crois que c'est aussi important parce que d'abord c'est important qu'on puisse faire toutes ces formations et qu'on puisse en discuter entre nous de ces questions-là. Puis Guillaume m'a fait remarquer que les partis politiques ne débattaient pas de façon sereine, ne s'exprimaient pas de façon sereine. Donc, si au moins Génération peut montrer que nous, on réfléchit sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, qu'on réfléchit et qu'on débat entre nous de façon sereine. Bonne soirée, merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Merci. 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 Merci, bonne soirée.